Un mécanicien ne roule jamais dans la voiture qu'il vous recommande. Jamais. Le garagiste qui vous dit de prendre un Peugeot 3008, il roule en Toyota. Celui qui vous vend un Renault Austral avec un beau leasing à 350 € par mois, sa femme conduit un Honda. Et le pire dans tout ça, ces voitures qu'ils achètent pour eux-mêmes, elles coûtent moins cher que votre crédit. Aujourd'hui, on va parler de 4 japonaises. 4 machines capables de rouler 500 000 km. 500 000. C'est Paris-Marseille, 650 fois. Et parmi ces 4 voitures, il y en a une qui va vous choquer. Parce que personne, absolument personne, ne s'attend à la trouver dans une liste sur la fiabilité. On y arrive. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi le Japon fabrique des voitures qui refusent de mourir. 1945, le Japon est en ruine. Pas de pétrole, pas de fer, pas de matières premières, rien. Quand on n'a rien, on ne gaspille rien. Chaque gramme de métal compte, chaque goutte de carburant compte, chaque heure de travail humain doit produire quelque chose qui dure. C'est dans ce contexte qu'un statisticien américain débarque au Japon. William Edwards Deming. Aux États-Unis, personne ne l'écoutait. Les Japonais, ils ont bu chacune de ses paroles. Deming leur enseigne le contrôle qualité statistique. Traquer le moindre défaut avant même qu'il n'existe. Toyota prend cette idée et la pousse à l'extrême. Ça donne le Toyota Production System. 2 piliers. Le premier, le Kaizen, l'amélioration continue. N'importe quel ouvrier sur la chaîne peut arrêter toute la production s'il détecte un problème. Vous imaginez ça chez Stellantis ? Michel au poste 7 qui stoppe la ligne de Sochaux parce qu'un joint lui semble bizarre ? Non. Chez Toyota, c'est la norme depuis 70 ans. Le deuxième pilier, le Jidoka. Les machines détectent elles-mêmes les anomalies. Elles s'arrêtent toutes seules. Pas besoin d'un contrôleur qui passe 3 jours plus tard. Le résultat ? Une obsession quasi religieuse pour la durabilité. Les ingénieurs japonais ne conçoivent pas un moteur pour qu'il tienne la garantie. Ils le conçoivent pour qu'il tienne une vie. Alors pendant ce temps-là, en Europe, on a fait quoi ? L'inverse. Le downsizing. On prend un petit moteur, on lui colle un turbo, on le pousse à ses limites thermiques, et on prie pour que ça tienne jusqu'à la fin de la garantie. Le PureTech de chez Stellantis, le 1.2 TCE de chez Renault. Ces moteurs commencent à flancher dès 100 000 bornes. Courroie qui lâche, turbo qui rend l'âme, consommation d'huile qui explose. À 150 000 km, la facture dépasse la valeur de la voiture. Les blocs japonais, à ce kilométrage-là, ils sont à peine rodés. C'est pas une opinion, c'est de la physique. Donc, première voiture, et on commence par le roi. Pas le prince, pas le dauphin, le roi, le Toyota Land Cruiser. Si cette voiture était une personne, ce serait le type qui a survécu à 3 guerres, traversé le Sahara à pied et qui vous ouvre sa porte avec le sourire en disant qu'il n'a jamais vu un mécanicien de sa vie. Le Land Cruiser, c'est pas juste une voiture, c'est un outil de survie motorisé. Quand les Nations Unies envoient des équipes au Soudan, en Afghanistan, au Mali, dans des endroits où une panne mécanique peut littéralement coûter des vies, qu'est-ce qu'elles choisissent ? Pas un Range Rover, pas un Classe G, un Land Cruiser. Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, toutes les ONG qui opèrent dans des zones où il n'y a ni route, ni garage, ni pièces de rechange à 1000 km à la ronde, elles roulent en Land Cruiser. Ces organisations ne reçoivent pas de chèque de Toyota, elles ne font pas de placement produit, elles choisissent cette machine parce que des vies dépendent de sa fiabilité. Point. C'est la preuve ultime. Quand votre voiture doit démarrer sinon des gens meurent, vous ne prenez pas de risque. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ce truc tient aussi longtemps ? Le moteur. Le 2UZFE, un V8 de 4,7 litres, atmosphérique. Ce mot est important. Atmosphérique, ça veut dire pas de turbo, pas de compresseur, pas de pièces fragiles qui rajoutent de la complexité. Juste 8 cylindres qui respirent naturellement. Le bloc est en aluminium, léger. Mais les chemises des cylindres, là où ça frotte, là où ça chauffe, là où ça souffre, en fonte. La fonte, c'est le matériau le plus résistant à la chaleur et à l'usure qu'on puisse mettre dans un moteur. Les Européens l'ont abandonné pour gagner du poids et réduire les coûts. Toyota a gardé la fonte exactement là où il faut. Le meilleur des deux mondes. La distribution ? Une chaîne, pas une courroie. La différence est énorme.
Une courroie de distribution, c'est du caoutchouc renforcé. Ça vieillit, ça se tend. Ça doit être changé tous les 100 à 120 000 km. Et si ça casse, votre moteur se détruit de l'intérieur. Soupape tordue, piston endommagé, bloc irrécupérable. Facture de 2 000 € minimum, souvent plus. La chaîne du 2UZFE, elle est en acier trempé. Elle dure la vie du moteur. 500 000 bornes et elle est toujours là, silencieuse, à faire son boulot sans rien demander. L'injection, multipoint classique. Pas d'injection directe haute pression comme sur les moteurs modernes avec leurs injecteurs piézoélectriques à 800 € pièce qui encrassent les soupapes. Ici, c'est simple, fiable, ça marche. Les chiffres confirment tout ça. L'étude IC Cars, plus de 660 000 transactions analysées, place le Land Cruiser en tête absolue des véhicules conservés le plus longtemps par leurs propriétaires. Plus de 15 ans en moyenne. Les gens ne gardent pas leur Land Cruiser parce que nostalgie. Ils le gardent parce qu'il fonctionne et que le remplacer n'aurait aucun sens. Maintenant parlons argent. Un Land Cruiser série 100 ou 120, entre 150 et 200 000 km au compteur, se trouve sur le bon coin entre 15 et 25 000 €. Ça peut sembler élevé, mais faites le calcul autrement. Un leasing sur un Peugeot 3008 ou un Renault Austral, 300 à 400 € par mois. Sur 5 ans, ça fait entre 18 et 24 000 €. Et à la fin, vous n'avez rien. Rien. Vous rendez les clés. Vous repartez à zéro. Avec le Land Cruiser, vous posez 15 à 20 000 €, la voiture est à vous, elle roule encore 300 000 bornes sans sourciller, et dans 5 ans, elle vaut encore 10 à 12 000 € parce que la cote de ces machines ne s'effondre jamais. Le premier propriétaire a payé 70 000 € pour la sortir de la concession. Lui, il a absorbé la taxe de vanité. Vous récupérez le diamant brut pour une fraction du prix. Bon. Le point de vigilance, parce qu'ici on est honnête. Toujours, la consommation. Un V8 de 4,7 litres, ça boit. 14 à 17 litres au 100 en usage mixte. À 2 € le litre de sans-plomb à la station Total, ouais, ça pique. Mais, et c'est un gros mais, faites le calcul total de possession sur 5 ans. Carburant inclus, vous restez largement en dessous du coût d'un SUV moderne en leasing quand on additionne les mensualités, l'assurance gonflée sur un véhicule neuf, l'entretien en réseau constructeur à prix d'or et les réparations qui tombent pile quand la garantie expire. L'autre truc à surveiller ? La rouille. Surtout sur les modèles importés de régions où l'on sale les routes. Inspectez les longerons, les passages de roues, le dessous de caisse. Un Land Cruiser avec un châssis sain, même à 250 000 bornes, c'est une affaire en or. Donc le Land Cruiser, c'est le tank indestructible, le roi de la longévité. Mais il a un défaut que personne ne peut nier, son prix d'entrée. 15 000 € minimum, ça reste un budget. Et si vous n'avez pas ce budget-là, est-ce que ça veut dire que vous êtes condamné au leasing et au moteur en carton ? Non. Parce que Honda a fabriqué quelque chose d'incroyable, pour 2 fois moins cher. Le Honda CR-V, avec le moteur K. Le K20 ou le K24. Dans le monde de la mécanique, ces deux blocs ont un statut quasi mythique. Le K20, c'est un 4 cylindres en ligne de 2 litres. Le K24, la version allongée à 2 litres 4. Même architecture, même ADN. Et cet ADN, c'est un chef-d'œuvre. Honda a intégré dans ses moteurs la technologie VTEC, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. En langage humain, le moteur change de personnalité selon le régime. À bas régime, les soupapes s'ouvrent doucement. Le moteur est doux, économe, presque endormi. Vous montez dans les tours et un mécanisme bascule. Les soupapes s'ouvrent plus grand, plus longtemps. Le moteur se réveille. Plus de puissance, plus de couple, plus de répondants, 2 moteurs en un. Et le génie, c'est que ce système est entièrement mécanique dans son principe. Un petit mécanisme à bascule, activé par la pression d'huile. Pas de module électronique qui plante un mardi matin de novembre. Un truc solide depuis les années 90. Le bloc lui-même est construit avec des tolérances de fabrication extrêmement serrées. Les segments de piston sont dimensionnés pour minimiser la consommation d'huile, même à très haut kilométrage. Des K24 à 300 000 bornes qui ne consomment pas une goutte d'huile entre 2 vidanges, c'est courant.
Essayez de trouver un moteur européen qui fait ça. Bonne chance. La distribution, chaîne, encore, en acier, qui ne se change pas. L'injection, multipoint, classique. Pas d'injection directe, pas de pompe haute pression, pas de calamine sur les soupapes d'admission. Et les prix. C'est là que ça devient beau. Un CRV 2e ou 3e génération avec le moteur K, entre 100 et 150 000 km, se trouve entre 8 000 et 12 000 euros. 12 000 euros, c'est le prix de 2 ans et demi de leasing sur un Peugeot 2008. Sauf que le CRV, dans 2 ans et demi, il roule toujours et il vaut encore 5 à 7 000 euros. L'entretien est enfantin. Vidange tous les 15 000 bornes, huile 0W20, un filtre à huile, un filtre à air. N'importe quel garage. Sur Oscaro ou Mister Auto, un kit de vidange complet pour un CRV K24, moins de 50 euros. Plaquette de frein avant, 30 à 40 euros. Filtre d'habitacle, 10 euros. Comparez ça aux 500 euros de révision minimum en réseau constructeur allemand. La transmission intégrale mérite qu'on en parle. Honda utilise un système Real-Time AWD. Le couple part aux roues arrière uniquement quand les roues avant perdent de l'adhérence. Le reste du temps, traction avant classique, économie de carburant. Mécanique simple, pas d'électronique baroque. Des CRV ont dépassé 400 000 bornes sans jamais toucher à la transmission. 400 000. La fiabilité tellement ennuyeuse qu'il ne se passe rien. Et c'est exactement le but. Le talon d'Achille, le compresseur de climatisation sur les générations les plus anciennes. Après 200 000 km, il peut faiblir. Remplacement entre 500 et 800 euros en atelier indépendant. Le démarreur aussi, avec l'âge. 150 euros la pièce, 1 heure de main-d'œuvre. Voilà, c'est tout. La pire réparation possible sur un CRV vous coûte ce que coûte une révision de routine sur une voiture allemande. Même avec 1 000 euros de réparation, vous êtes 10 fois en dessous du coût d'une voiture moderne, dont la boîte robotisée vous lâche sur l'A7 un dimanche soir. Là, c'est 5 000 euros. Minimum. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous en avez marre qu'on vous vende du rêve en leasing pendant que les mécaniciens roulent en japonaise en rigolant, abonnez-vous à Tour Moteur et dites-nous en commentaire laquelle de ces 4 voitures vous achèteriez demain matin. Bon, le Land Cruiser, c'est la robustesse brute. Le CRV, c'est la fiabilité accessible. Mais ces deux voitures partagent un point commun. Ce sont des véhicules utilitaires, pratiques, rationnels, pas vraiment excitants, on va pas se mentir. Alors, est-ce que la fiabilité japonaise se limite aux voitures sérieuses et raisonnables ? Est-ce qu'il faut obligatoirement choisir entre le plaisir de conduire et la longévité ? La réponse va vous surprendre, mais on y vient. D'abord, il faut parler de la voiture la plus vendue de l'histoire de l'humanité, la Toyota Corolla. Plus de 50 millions d'exemplaires depuis 1966. 50 millions. Ce chiffre est tellement gros qu'il perd presque son sens. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, ce n'est pas parce qu'elle fait rêver, c'est parce qu'elle fait exactement ce qu'on lui demande. Tous les jours, pendant des décennies, sans jamais flancher. L'étude IC Cars le confirme de manière spectaculaire. Les 5 premières places des véhicules conservés plus de 15 ans par leurs propriétaires, Toyota occupe la quasi-totalité du podium. La Corolla revient systématiquement. Les gens ne changent pas de Corolla parce qu'ils n'en ont pas besoin. Consumer Reports lui donne des notes de fiabilité supérieures à la moyenne depuis des décennies. Pas une bonne année par-ci par-là, des décennies entières. C'est comme un élève qui a 20 sur 20 en maths depuis le CP jusqu'au bac. À un moment donné, on arrête de parler de chance. Le secret technique ? La simplicité volontaire. Toyota aurait pu bourrer cette voiture de gadgets expérimentaux. Ils ont choisi de ne pas le faire. Les moteurs 1.6 et 1.8 utilisés au fil des générations sont des mécaniques éprouvées, validées, puis améliorées de manière incrémentale. Chaque nouvelle génération n'est pas une révolution, c'est une évolution. On prend ce qui marche, on l'améliore de 3%, on valide, on passe à la suite. Le Kaizen dans sa forme la plus pure. Pas de prise de risque, pas de course à la puissance, pas de downsizing agressif, juste un moteur un peu meilleur que le précédent, à chaque fois. Sur les générations récentes, Toyota utilise le Valvematic, calage et levée variable des soupapes, optimisation du rendement à tous les régimes.
C'est l'équivalent Toyota du VTEC Honda, mais en encore plus progressif. Le résultat ? Un moteur qui consomme peu, qui émet peu et qui ne demande rien d'autre que ses vidanges. La boîte CVT fait peur à certains. Normal. Les CVT Nissan, les fameuses Jatco, étaient des catastrophes. Mais la CVT Toyota n'est pas une Jatco. Toyota a développé sa propre technologie et les retours sur le long terme sont excellents. Des Corolla hybrides à 300 000 bornes sans aucune intervention sur la transmission. Un autre monde. Pour les amateurs d'anciennes, les Corolla des années 2000 à 2010 sont des affaires incroyables. 4 000 à 7 000 euros, 100 à 150 000 km. À ce prix, vous achetez une machine qui va rouler encore 150 à 200 000 bornes. 4 000 euros. C'est 11 mois de leasing sur une Clio 5. 11 mois. Pendant que votre voisin signe un contrat de 4 ans à 17 000 euros pour une Clio qu'il devra rendre, vous posez 4 000 euros, vous roulez 6 à 8 ans et vous revendez la Corolla 2 000 euros à quelqu'un qui va rouler 50 plus avec. C'est pas compliqué. C'est juste que personne vous le dit. Parce que ça n'arrange ni les constructeurs, ni les banques, ni les concessionnaires. Le talon d'Achille de la Corolla ? L'ennui. Soyons francs. Cette voiture ne vous donnera aucune émotion de conduite. Zéro. Le volant est léger, la direction est floue, la suspension est confortable mais sans caractère. Vous montez, vous conduisez, vous arrivez, vous descendez et vous avez déjà oublié le trajet. C'est le prix de la fiabilité absolue. Toyota ne prend aucun risque qui pourrait compromettre la longévité. Pas de suspension sport qui use les pneus, pas de moteur survitaminé qui stresse la transmission. Tout est calibré pour durer. L'autre point sur les anciennes ? Le ciel de toit qui se décolle avec l'âge et l'humidité. Un tube de colle, un après-midi de patience, et c'est réglé. Certains signalent aussi une légère consommation d'huile après 250 000 bornes sur certains 1.8. Un quart de litre entre deux vidanges. 5 euros. Tous les 10 000 km. Comparez ça au litre aux 1000 km d'un PureTech qui nécessite un remplacement de courroie à 3 000 euros sous peine de destruction totale du moteur. Voilà. Donc, le Land Cruiser, c'est l'indestructible. Le CR-V, c'est le compagnon fidèle. La Corolla, c'est la perfection invisible. 3 machines utilitaires, 3 philosophies différentes, mais un point commun. Ce sont des voitures raisonnables, sérieuses, adultes. Et c'est exactement pour ça que la 4e voiture de cette liste va vous faire tomber de votre chaise. On quitte les familles, on quitte les baroudeurs, on quitte les trajets maison-boulot, on entre dans un territoire que personne n'attend dans une vidéo sur la fiabilité. On va parler d'une voiture de plaisir, une sportive, une décapotable. La Mazda MX-5, aussi appelée Miata en Amérique du Nord. Si quelqu'un vous dit qu'une voiture fiable est forcément ennuyeuse, montrez-lui une MX-5 et regardez son cerveau court-circuité. Un roadster, propulsion arrière, 2 places, toit décapotable, moteur à l'avant, roue motrice à l'arrière. La configuration classique de la sportive pure. Et pourtant, elle figure régulièrement dans les classements de fiabilité les plus exigeants du monde. Comment ? Comment c'est possible ? 2 mots. Simplicité, légèreté. 1989. Mazda veut recréer l'esprit des roadsters britanniques des années 60. Les Lotus Elan, les MG, les Triumph. Des voitures magiques à conduire. Avec un défaut majeur, elles tombaient en panne tout le temps. Le cahier des charges de la MX-5 ? Garder la magie, éliminer les pannes. Les ingénieurs appliquent une philosophie qu'ils appellent Jinba Itai, l'unité entre le cavalier et le cheval. Chaque composant optimisé pour la légèreté et la simplicité. La première génération, 960 kg, en dessous de la tonne. Une Peugeot 208 actuelle pèse 1150 kg. Un SUV compact dépasse allègrement les 1500. La MX-5, elle, c'est une plume. Et cette légèreté, c'est pas juste un chiffre sympa sur une fiche technique. C'est un cercle vertueux qui affecte tout. Moins de poids sur les freins, les plaquettes durent plus longtemps. Moins de contraintes sur la transmission, l'embrayage tient davantage. Moins de choc dans les suspensions, les amortisseurs vivent plus longtemps. Moins de friction dans les roulements, tout s'use moins vite.
chaque kilogramme économisé ici se répercute là. Tout est lié, tout se cumule. Le moteur de la première génération, un 1.6 de la famille B, puis un 1.8. Des 4 cylindres atmosphériques d'une simplicité biblique. Les générations suivantes ont adopté les MZR puis le Skyactiv G. Ce dernier est un bijou. Mazda a atteint un taux de compression de 13:1. C'est extraordinairement élevé pour un moteur essence. Un taux de compression élevé signifie une meilleure efficacité thermodynamique, plus de puissance et moins de consommation pour une même cylindrée, le tout sans turbo. Pas de pièces fragiles, pas de lag, pas de complexité inutile. De l'ingénierie pure. Des MX5 à 300 000 km, on en trouve. 400 000, plus rare, mais ça existe. Des propriétaires qui roulent au quotidien avec la leur depuis 15 ou 20 ans sans panne majeure, monnaie courante dans les clubs et les forums. Les seules dépenses récurrentes, c'est les consommables classiques et, pour les décapotables, la capote souple qui vieillit avec les UV. 500 à 1000 € pour une capote neuve posée. C'est le seul coût spécifique. Les prix. Une MX5 NB, la deuxième génération, entre 5 000 et 8 000 € en bel état. La NC, troisième génération, entre 7 000 et 12 000. Même la ND récente commence à apparaître autour de 18 à 22 000 € d'occasion. À ces prix, vous avez un roadster propulsion qui vous fait sourire à chaque virage, qui consomme 6 à 8 litres au 100, qui passe le contrôle technique les doigts dans le nez et qui ne coûte quasiment rien en entretien. Face à un leasing de 400 € par mois sur une berline compacte allemande sans âme, le choix est fait. Le point de vigilance ? La corrosion. Les NA et NB sont sensibles à la rouille au niveau des ailes arrière et des bas de caisse. En France, surtout en Bretagne, dans le nord, partout où les routes sont salées en hiver, et méticuleusement avant d'acheter. Un exemplaire sain, stocké au garage, traité anti-corrosion ? C'est une voiture qui prend de la valeur. Les premières NA en bon état sont déjà des young-timers dont la cote monte. Acheter une MX5 aujourd'hui, c'est potentiellement un investissement en plus d'un plaisir de conduite. L'autre limite évidemment, c'est l'espace. 2 places. Coffre, minuscule. Pas de banquette. Si vous avez des enfants, c'est pas la voiture principale. Mais comme deuxième voiture ? Comme compagne de virée sur les départementales le dimanche ? Il n'existe rien de mieux à ce prix. Rien. Voilà. La bombe est lâchée. La voiture surprise de la liste, c'était elle. Une sportive dans un classement de fiabilité. La preuve vivante que plaisir de conduire et longévité ne sont pas des ennemis. Que l'ingénierie intelligente peut produire une voiture qui vous fait sourire et qui tient dans le temps. Prenons du recul. Ces 4 voitures, ce n'est pas une sélection au hasard. C'est une démonstration. Le Land Cruiser, c'est la robustesse absolue. Le véhicule qui va n'importe où et qui revient toujours. Le CR-V, c'est le compagnon familial qui ne lâche jamais. Le couteau suisse fiable et accessible. La Corolla, c'est le transport quotidien perfectionné sur 50 ans d'amélioration continue. Tellement fiable qu'on l'oublie. La MX5, c'est la preuve que tout ce savoir-faire peut aussi produire du bonheur. Ce qui relie ces machines, au-delà du drapeau japonais, c'est une philosophie. Les ingénieurs qui les ont créées ne cherchaient pas à impressionner les journalistes, pas à cocher des cases marketing, pas à vendre des options à 1000 € pièce. Ils cherchaient à construire un objet qui fait son travail correctement pendant très longtemps. Pendant ce temps, en Europe, les 3 cylindres turbo qui vibrent comme des machines à laver et cassent leurs courroies à 80 000 bornes. Les boîtes robotisées à double embrayage qui patinent dans les bouchons et coûtent 4 000 € à remplacer. Les systèmes start and stop qui sollicitent le démarreur 10 fois plus que nécessaire. Les batteries 48 volts mild hybride qui ajoutent de la complexité sans bénéfice. Les écrans tactiles qui plantent comme des ordinateurs. Les mises à jour logicielles qui changent le comportement de votre voiture sans votre consentement. On a troqué la fiabilité mécanique contre la complexité électronique. Et c'est vous qui payez l'addition. En France, le budget auto est devenu le 2e poste de dépense après le logement. 4 à 6 000 € par an en moyenne par ménage. Un Land Cruiser acheté 20 000 €, roulant 10 ans avec 500 € d'entretien annuel, 2 500 € par an tout compris. Un CR-V acheté 10 000 €, 1 500 par an. Une Corolla à 5 000 €, moins de 1000.
Une MX5 comme voiture plaisir à 6 000 €, 800 € par an si on est raisonnable. L'argent que vous ne mettez pas dans un leasing, c'est de l'argent qui existe vraiment. Un voyage, un apport immobilier, un matelas de sécurité, de la liberté. Le système financier autour de l'automobile est conçu pour vous faire croire que vous avez besoin de neuf, que l'occasion c'est risqué, que le leasing c'est malin. La réalité ? Le leasing est le mécanisme le plus efficace jamais inventé pour transférer votre argent vers les constructeurs et les banques. Vous payez la totalité de la dépréciation, la plus violente, celle des 3 à 5 premières années, et vous n'accumulez rien, zéro patrimoine. Et à la fin, on vous repropose un nouveau contrat, nouvelle mensualité, nouveau véhicule que vous ne posséderez jamais, une roue de hamster. Ces 4 japonaises, ce sont des portes de sortie. Les mécaniciens le savent. Un mécano qui passe sa journée à changer des turbos à 2 000 €, à commander des injecteurs à 800 la pièce, à programmer des modules à 300 € de diagnostic, ce mécano, le soir, il monte dans un CR-V ou une Corolla. Il sait exactement ce que chaque voiture coûte à entretenir. C'est son métier. Et il choisit les japonaises. Ne regardez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils achètent. La prochaine fois que vous passez devant une concession illuminée, avec ses SUV neufs et ses offres à 0% la première année, pensez au Land Cruiser qui traverse le Sahara pour sauver des vies, au CR-V dont le moteur K tourne à 400 000 bornes comme au premier jour, à la Corolla qui a transporté 3 générations de la même famille sans jamais rien demander d'autre qu'une vidange, à la MX5 qui prouve que le sourire n'a pas de prix, mais que la fiabilité peut coûter moins cher qu'un abonnement téléphonique. Les Japonais n'ont pas inventé la voiture. Ils l'ont perfectionné. Pas avec des gadgets, pas avec du marketing, avec de l'acier, de la fonte, de l'huile et une obsession pour le détail qui n'a pas d'équivalent. 500 000 km. C'est pas un slogan, c'est une réalité documentée, chiffrée, vérifiée par des organismes indépendants et confirmée par ceux qui réparent des voitures tous les jours de leur vie. Allez sur le bon coin ce soir. Tapez Land Cruiser série 100, CRVK24. Corolla 2005, MX5NB. Regardez les prix, faites le calcul, comparez avec votre leasing et demandez-vous pourquoi personne ne vous a dit ça plus tôt. La réponse est simple. Quand vous achetez malin, les banques ne gagnent rien, les concessionnaires ne gagnent rien, les constructeurs ne vendent pas de voitures neuves. Le seul gagnant, c'est vous. Et ça, c'est pas prévu au programme.